Mesdames, messieurs, bienvenue à l'Actu Plus. Aujourd'hui, on est trois, finalement. Hein? Oui. On réussit à se voir quand Christian n'est pas trop malade. Non, j'ai survécu. C'était pas la COVID? Non, moi c'est le printemps. Ah. C'est comme ça tous les printemps, les allergies, etc. Ah. Bah, c'est le cas de beaucoup de monde. Ouais, c'est ça, hein? On a une couple de petits nez enrhumés. Bon, on va commencer ça tout de suite. On va parler de la mine à Matagami, en fait, de la communauté à Matagami qui se mobilise, la mine qui va fermer bientôt. Donc, il y a tous les citoyens, la communauté, tout ça qui se mobilisent de plus en plus pour pouvoir assurer une survie de Matagami après la mine, la vie après la mine, comme on dit. Pour pas que ça fasse comme un joutel. Une ville qui devient une ville fantôme. Là. Fait que c'est un peu ça qui se fait du côté de Matagami. Il y a un texte des collègues qui a été publié d'ailleurs sur notre site web que vous pourrez aller voir si ça vous tente dans les prochaines heures. C'est quand même la porte de l'entrée du Grand Nord. Ben, c'est ça. Puis du côté de Matagami, ils l'ont pas toujours eu facile dans les dernières années. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps, un feu dans ce qui restait d'hôtel là-bas. Oui, donc, pas toujours facile du côté de Matagami. Donc là, la population se mobilise pour identifier ce qu'ils pourraient faire pour continuer puis assurer la survie de la ville. Sinon, si on parle de mine, on parle d'un dossier aussi qu'on en parle assez régulièrement. Le dossier de Sayona qui a fait encore réagir cette semaine. Oui, effectivement. Donc, il y a la Première Nation de Long Point qui, on l'avait mentionné, a envoyé une demande au gouvernement pour pouvoir faire eux-mêmes une étude d'impact sur les projets de Sayona Mining. Et là, il y a une pétition qui a commencé à circuler. Et c'est une pétition qui a beaucoup d'appui, entre autres, là, qui a été lancée avec un nombre assez long de groupes qui soutiennent cette pétition. Oui, 9 organisations de l'Abitibi-Témiscamingue soutiennent cette pétition-là. Et en fait, le but ultime, c'est vraiment que le BAP s'occupe de tous les projets de Sayona Mining sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue liés au territoire Anishinaabe-Aki. Je ne sais pas si je le prononce bien. Oui. Au final, c'est ça. Parce qu'il y a un projet du côté du Témiscamingue, il y a un projet du côté de la Motte et il y a évidemment l'achat de la mine aussi du côté de la Corne. Donc ces trois projets-là, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un suivi qui soit fait par la communauté autochtone, qui puisse faire ces demandes et étudier le dossier aussi de leur côté. Donc, c'est un peu tout ça de ce côté-là. Sinon, il y a des 4 fraudeurs qui ont été arrêtés du côté de Rouyn-Noranda grâce à la vigilance d'un commerçant du secteur qui a senti la fraude dans ce dossier-là. Ce que les fraudeurs faisaient, c'est qu'ils utilisaient pas mal toujours le même stratagème, c'est-à-dire qu'il y a un individu qui appelait dans le commerce, il voulait faire des achats assez substantiels, par carte de crédit. Carte de crédit, évidemment, qui était frauduleuse. Et là, quelques instants plus tard, il y a un complice qui passait dans le commerce pour aller récupérer les achats. Et il y a un commerçant qui a flairé l'arnaque, qui a appelé la police. On a pris le fraudeur en flagrant délit. Et finalement, ils sont allés faire une perquisition dans un appartement de l'avenue Larivière. Et c'est pas moins de 20 000 d'objets obtenus de façon frauduleuse qui ont été saisis sur place. Donc, 4 hommes qui ont été arrêtés, interrogés et remis en liberté, mais qui vont faire face à la justice. Donc, chapeau à ce commerçant qui a su flairer cette arnaque-là et qui, au final, a réussi à éviter probablement d'autres fraudes dans d'autres commerces. C'est le lot des commerçants aujourd'hui, il faut qu'ils se surveillent. Puis les fraudeurs utilisent toujours plusieurs types de stratagèmes. On l'a vu, entre autres, puis ça me permet de faire une parenthèse. Là. On sait le fameux 500 $ du gouvernement du Québec qui va être remis à chaque personne. Il y a certains fraudeurs qui envoient des textos en ce moment. Vous avez un virement du gouvernement du Québec. Le gouvernement ne vous enverra pas un virement de 500 $ par texto. Là. C'est pas de même que ça marche. Fait que faites attention à la maison quand vous recevez des communications comme ça qui ne semblent pas officielles ou qui ont l'air officielles, mais que c'est pas la voie que le gouvernement utilise à l'habitude. Il y en a même des fois par courriel qui envoient des communications. Je pense entre autres, ça a l'air d'un courriel de Revenu Québec. J'en ai reçu un cette semaine. Je suis tombé dans la boîte spam, là, mais ça a l'air d'un courriel de Revenu Québec, l'entête et tout ça. Puis tout ce que tu vois, c'est écrit. Les adresses de Revenu Québec sont là, mais l'adresse courriel, c'est 01295.18 à commercial hotmail.com.
Faites attention. Sinon, tu vas nous parler de l'ancien maire de Sainte-Anne, Jean-Maurice Matte, qui a passé l'émission Deuxième Chance. Ben oui, le 26 mars dernier, moi, comme tout le monde, j'ai été surpris. J'ignorais cette histoire-là. En 2014, donc, il est allé faire le demi-marathon à Montréal. Et d'un coup sec, il s'est retrouvé dans le noir complètement. Alors, et il y a une femme qui lui a sauvé la vie. Et justement, il y a une émission à Radio-Canada, Deuxième Chance, animée entre autres par Marina Orsini, qui faisait une enquête à découvrir qui étaient les personnes qui l'ont sauvé. Alors, parce qu'il y a un malaise. Quand tu dis se retrouver dans le noir, là, il a fait un malaise. Ah ouais, un malaise. Puis, vois-tu, mais c'est quelque chose que je pense que la population de Sainte-Terre, même de la région, on a comme tout été... On ne savait pas. On le savait. Parce que Jean-Maurice, un exemple, je le connais, moi, depuis que je suis tout petit. C'est un athlète. Mais, en vieillissant, on a toutes des petites failles en vieillissant. Un malaise, ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est ça. C'est pour ça que c'est important de bien s'hydrater et de ne pas courir trop vite, par exemple. Il faut faire attention puis se respecter aussi dans ce que notre corps nous dit. Puis l'hypoglycémie, bien de manger, oui, effectivement, moi, je connais pas ça. Là. Je veux dire, je dis ça de même, là, mais il faut quand même se surveiller. Faut pas trop se pousser. Des fois, il faut faire attention. Sinon, on va parler de culture aussi, parce qu'il y a de l'argent dans la MRC d'Abitibi qui a été annoncé pour différents projets. Effectivement, 18 000 $ pour la culture dans la MRC. Il y a quand même 8 organisations qui reçoivent des montants pour des projets, dont 4 pour Dragon des Neiges, qui est une pièce de théâtre pas des productions du raccourci. Oui, c'est ça. Oui, des ambulatoires. Oui, je l'ai bon cette fois-ci. À la Corne, il y a 2 projets quand même. Il y en a un que c'est une œuvre de rue participative, donc il y a différentes personnes qui vont participer à créer une œuvre vraiment sur la rue. Et pour le reste, ça va être vraiment dédié au club de lecture et à l'heure du conte. Ils vont refaire un peu l'histoire de la Corne, surtout par rapport à une personne importante, la garde de... la garde du chemin. Oui, c'est ça. Garde Gertrude du chemin, plus exactement. Et du côté de la Corne, tu parles d'art de rue, là. Je ne sais pas si vous avez vu le côté de l'école. Quand on pense à la Corne, le côté de l'école, il y a une murale qui avait été faite avec des graffiteurs il y a quelques années. Sinon, dans le coin de l'éco-centre aussi, il y a une espèce de dragon ou je ne sais trop, fait avec des matériaux recyclés qui a été fait. Donc, l'art urbain très, très implanté dans le village de la Corne, entre autres. J'ai sauté un sujet dans mon empressement tantôt. On voulait parler de saines habitudes de vie. Tu as fait une entrevue là-dessus cette semaine. Effectivement, j'ai fait une entrevue avec le CI3S et c'est par rapport à une carte interactive. Oups. Une carte interactive qui sert à montrer les projets en saine alimentation en Abitibi-Témiscamingue. On va regarder l'entrevue. Donc, Madame Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le CI3SAT et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un projet qui s'appelle le CIRSHV. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi ces lettres-là? Oui, c'est le Comité intersectoriel régional en saines habitudes de vie de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, on fait ça plus court, on appelle ça le CIRSHV. C'est une instance de concertation qui regroupe 10 organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les membres du comité de gestion sont, entre autres, la Direction de santé publique et Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue. La mission du CIRSHV en général, c'est d'initier, stimuler et accompagner les actions qui favorisent l'adoption de saines habitudes de vie dans notre belle région. Et récemment, vous avez sorti une carte interactive, si je ne me trompe pas, dans laquelle on peut voir différents projets en Abitibi-Témiscamingue. Pouvez-vous nous expliquer elle sert à quoi cette carte-là? Oui, en fait, là, la carte a été faite suite avec, je devrais dire, le portrait préliminaire des initiatives collectives en alimentation dans l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, dans le fond, là, c'est un recensement de certaines initiatives, de petites initiatives collectives en saine alimentation dans notre région qui a été fait. Puis, suite à ce recensement-là, la carte interactive a été faite. Donc, ce qui est vraiment intéressant de cette carte-là,
c'est que tout le monde peut aller sur la carte, voir qu'est-ce qui se passe près de chez eux, dans notre région, dans leur MRC. Puis, les promoteurs qui ne sont pas encore inscrits sur notre carte peuvent nous contacter pour qu'on puisse les ajouter sur cette carte-là. Puis aussi, je continue, là, on trouve ça vraiment intéressant comme projet, là. L'idée aussi de tout ça, même si quelqu'un trouve une initiative qui n'est pas nécessairement près de chez eux, c'est quelque chose qui peut planter une graine, qui peut les inspirer à faire ce type d'initiative-là, justement plus près de chez eux. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui sont inspirées de projets sur la carte? C'est sûr qu'elle est quand même très récente, là. Et très récente, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est inspiré, on n'est pas au courant malheureusement de littéralement tout ce qui se passe. On a eu il y a un promoteur qui nous a contactés pour se faire ajouter sur la carte. Donc déjà là, il y a un petit peu de bouche à oreille qui se fait. Puis aussi, il faut dire qu'on continue aussi à financer et accompagner des projets qui peuvent se retrouver sur la carte éventuellement. Est-ce que vous avez l'intention d'élargir la carte pour, par exemple, des projets liés à la santé en général ou c'est vraiment juste lié à la santé alimentaire? Pour l'instant, la carte est seulement pour ce qui est saine alimentation. C'était vraiment un projet qui était centré sur ce sujet-là. OK. Et il y a combien de projets au total? Est-ce que vous le savez? Oui, il y en avait recensé 100. Puis là, avec celui qui s'est ajouté, c'est 101. Mais la recension n'est pas finie dans le sens qu'on continue, on veut continuer le bouche à oreille, on veut continuer la propagation, si on veut, de ces projets-là. On veut justement que la carte devienne qu'on ait plus d'initiatives justement sur la carte. À plus long terme, de quelle façon vous alliez parvenir à rejoindre plus de monde, à développer le projet? Vous aviez commencé à m'expliquer que pour l'instant, c'est vraiment dans l'accompagnement, puis que vous aidez les gens, par exemple, à remplir des demandes de projet. Exactement. On aide aussi avec tous nos partenaires, on aide à compléter les formulaires pour des demandes de financement. Il y a aussi une aide technique sur le jardinage qui se fait. Puis, présentement, c'est qu'on est dans l'attente du plan d'action interministériel phase 2. Donc, on ne sait pas encore le budget qu'on va recevoir pour continuer avec ce projet-là. Mais le CRSHV travaille présentement à réaliser une nouvelle planification stratégique afin d'assurer, entre autres, l'équité envers les saines habitudes de vie pour toute la population. Donc, pour ce qui est trait à ce projet-là, le portrait préliminaire des initiatives collectives en saine alimentation, on est un petit peu en attente de voir le budget qu'on va recevoir pour pouvoir continuer. Mais c'est certain qu'on est vraiment motivé puis on veut vraiment continuer. On est juste en attente de voir jusqu'à quel point qu'on va pouvoir aller de l'avant là-dessus. OK. Et c'est quoi l'intérêt de faire un portrait de ces différents projets-là? L'idée est, si on veut, est née. C'était une suite logique d'un portrait, pas d'un portrait. C'était une suite logique de l'événement Cultivons notre région, un jardin à la fois qui a été fait en 2019. C'était, dans le fond, le CRSHV voulait positionner la thématique saine alimentation auprès des partenaires, puis identifier les conditions gagnantes pour que tous les citoyens aient accès à une saine alimentation. Puis, avec tout ça, suite à l'événement Cultivons notre région, jardin à la fois, le CRSHV sentait qu'il y avait, ça c'est en 2019, sentait qu'il y avait une effervescence pour un type d'initiative, justement, le type d'initiative collective. Puis la pandémie a juste fait accentuer cette effervescence-là. Donc, on voulait voir qu'est-ce qui se passait chez nous. On voulait voir c'était quoi les besoins des promoteurs, comment on pouvait les soutenir, comment on pouvait faciliter leur travail. Donc, c'est ça, là.
le but du portrait. Vous m'avez parlé qu'il y avait une phase 1 par rapport au gouvernement qui s'enlignait une phase 2. Pouvez-vous nous expliquer un peu si vous êtes au courant? En fait, là, je ne peux pas donner beaucoup de détails, mais ce que je sais, là, c'est dans le fond, là, c'est des programmes gouvernementaux, c'est un plan d'action gouvernemental, c'est un financement qu'on reçoit. Je n'ai pas beaucoup d'informations à vous donner. Là. Tout ce que je peux donner, là, c'est le nom, là, c'est le plan d'action interministériel phase 2. OK. Puis est-ce qu'on sait à peu près quand on va avoir des nouvelles pour la suite des choses, quand il va y avoir du financement qui va être accordé? Prochainement. Je n'ai pas de date à vous donner, je n'ai pas de date précise, mais ça devrait être quand même très prochainement. Vous aviez des informations à rajouter? Oui, exactement. Le Comité intersectoriel régional en saines habitudes de vie, CRSHV, a 2 volets. Les 2 gros volets, c'est Saine Alimentation, celui qui a financé le portrait, et aussi le volet mode de vie physiquement actif. Quelque chose aussi d'intéressant, c'est que le CRSHV fait partie d'un réseau de 17 tables intersectorielles en saines habitudes de vie au Québec. Donc, il y a des tables intersectorielles en saines habitudes de vie dans toutes les régions de la province. Et le réseau qui réunit les 17 tables s'appelle le Collectif des CRSHV et existe depuis presque 15 ans maintenant. Quand même. Et en fait, ça a été créé vraiment pour la saine alimentation, pour l'exercice physique. En fait, le CRSHV a été créé en 2008 sous la conférence administrative régionale pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental en saines habitudes de vie qui se nommait Investir pour l'avenir. Et l'objectif était de favoriser l'identification et la concertation des actions entreprises dans le cadre du plan d'action et ayant une incidence sur la mise en place d'environnements favorables à la saine alimentation et le mode de vie physiquement actif. Donc, les 2 volets du CRSHV. Bon, ben merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour éviter qu'on fasse comme tantôt puis qu'on se quitte, mais on a des choses à rajouter? Il y a des rôles, les rôles principaux du CRSHV, si vous voulez, là, que dans le fond, dans les rôles principaux, les 3 plus importants sont le soutien à la formation et au perfectionnement des intervenants et acteurs de la région. On fait aussi de la promotion du soutien et de la mise en valeur de politiques, de mesures et d'initiatives favorables aux environnements. Et on fait aussi de la mobilisation, de l'influence et de la mise en réseau des acteurs régionaux et des ressources professionnelles. Là, vous avez dit que vous faites de la formation. C'est quel genre de formation? Mais en fait, il y a eu de la formation. Et très, très récemment, on n'a pas fait de formation. Par contre, il y a quelques années, entre autres, de la formation des acteurs de soutien à l'accompagnement auprès des milieux municipaux. Il y a aussi des formations cuisine santé, formation cuisine équilibrée. Il y a aussi une formation en développement moteur. Donc, il y a beaucoup de formations qui s'est fait. Très récemment, on n'en a pas fait, mais dans les années précédentes, il y en a eu quand même plusieurs. OK. Puis, vous avez parlé que vous mettez en relation des partenaires. Comment ça fonctionne? Mais en fait, je reviens un petit peu, là, le CSHV regroupe 10 organisations gouvernementales et non gouvernementales. Donc, il y a des rencontres quand même à quelques reprises dans l'année. Donc, on essaie de faire des contacts. Donc, si on sait que quelqu'un a besoin de quelque chose, puis on sait que quelqu'un d'autre aurait l'information ou aurait on va dire, comment je peux dire ça? Si quelqu'un aurait l'information ou aurait des contacts, bien, on met les 2 personnes en contact pour justement faciliter tout ça. Excellent. Et est-ce que vous faites affaire avec des partenaires comme l'organisme Cash à Amos, par exemple? En fait, on a déjà travaillé avec cet organisme-là de façon indirecte dans le temps de Québec en forme sur un événement au marché public à Amos, mais on est ouvert, bien évidemment, à de futures collaborations avec eux.
Excellent. Ben, merci beaucoup. Passez une excellente journée. Pour de vrai cette fois-ci. Merci. Sinon, la vie reprend tranquillement, pas vite. Les galas de chambre de commerce reviennent à leur formule normale aussi de plus en plus. Tu as parlé à l'équipe au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre Abitibi. Effectivement, on a invité le président d'honneur, le co-président d'honneur. Vous allez pouvoir voir l'entrevue à ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, on accueille Lise Dubois, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, et on reçoit aussi Christian Larche, coprésident du Gala Élite de cette année. Bonjour à tous les deux. Salut! Allô! Donc, aujourd'hui, on va parler principalement du Gala Élite. Et je voulais savoir, pour commencer, c'est quoi l'objectif du gala, normalement? Ah, j'aime cette question-là. L'objectif du gala, c'est vraiment pour reconnaître, pour remercier tout ce que nos entrepreneurs dans notre MRC font. Alors, c'est vraiment l'objectif principal, tu sais, puis de se faire voir aussi. Le gala, c'est près de 400 personnes, donc les gens, souvent, même si on est tous dans le même secteur, on ne se connaît pas toutes. Alors, on ne sait pas tout ce que les entreprises font. Alors, c'est le but principal de reconnaître le fort travail qui se fait. Est-ce que c'est juste des entreprises ou il y a aussi des organismes qui peuvent s'inscrire? Oui, il y a des catégories pour les organismes, donc commercial, industriel, des organismes à but non lucratif. Il y a aussi, il y a la catégorie Yvon Dufour et Lucille Plamondon, qui est pour reconnaître les gens qui donnent à la communauté, qui font du bénévolat. On a le prix David Gour, qui est pour les entreprises qui remettent aussi à la communauté. Fait que, tu sais, c'est assez large, là. Et cette année, le thème, c'est le cirque. C'est quel cirque? Quel cirque? Oui, c'est important. Pourquoi? Dans le fond, après une petite réflexion là, des dernières années qui s'est passée, je me disais, j'ai fait une petite tempête d'idées dans ma tête en me disant, les dernières années, les entrepreneurs ont dû être forts. Hein, ils ont dû jongler avec toutes sortes de choses. Ils ont fait des acrobaties avec tout ce qu'il y avait. Puis dans tout ça, ils ont dû garder l'équilibre. Je trouvais que ces mots-là étaient carrément ce qui se passe sous un chapiteau. Alors, je me suis dit, tu sais, un chapiteau, ben c'est l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? C'est tout ça. Alors, les 2 dernières années, quel cirque! Et d'ailleurs, ça va bien avec la formule cabaret. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Dans le fond, ça peut porter un petit peu à confusion quand je dis formule cabaret, mais c'est toujours ça qui a eu une formule cabaret. Dans le fond, c'est qu'au début, on s'est dit, on va le faire à l'italienne, on va le faire en formule spectacle, étant donné qu'on ne savait pas quelles étaient les possibilités avec la COVID. Alors, ensuite de ça, j'ai dit, ben non, go, on y va cabaret. C'est que cette année, par contre, il n'y aura pas de petites bouchées ou les gens vont... C'est eux qui vont décider s'ils vont au restaurant, s'ils vont souper avant, s'ils vont faire un 5 à 7. Donc, cette année, ce n'est pas inclus dans la soirée. Donc, c'est pour ça aussi que je dis une formule cabaret. D'ailleurs, le prix du billet a été revu en conséquence. Oui, tout à fait. Fait que les billets sont 110 $ pour les membres, 135 $ pour les non-membres. Et fait que ça permet aussi de descendre le coût du billet puis de rendre ça un petit peu plus accessible pour cette belle soirée-là. Oui. Et si on revient sur le thème, oui. Christian, peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu fais? Oui, comme entrepreneur. Oui, je suis propriétaire de Crapule et Malcommode, qui est une entreprise qui est très, très, très festive. On est de toutes les fêtes, je dirais, tu sais, comme... on peut faire autant du divertissement, de l'animation dans des fêtes privées à domicile que des fêtes corpo, que des festivals, que des célébrations vraiment de grande envergure. On a différents services qui vont combler à peu près toutes les demandes dans ce type de volet-là. On ne fait pas de cirque en tant que tel, mais... tout ce qui est animation, divertissement, c'est dans nos créneaux. C'est différentes cordes qu'on a à notre arc.
Et d'ailleurs, tu vas être coprésident avec ton fils. Avec Donovan, oui. Avec Donovan. L'idée m'est venue quand on nous a approchés par rapport à ça, Crapule et Malcommodes, j'ai fait, comme Lise mentionnait, là, les jongleries qui ont dû se passer, des choses qu'on n'a jamais vues, un peu comme dans les cirques, là, comme le freak show, les femmes à barbe, des choses qui sortent de l'ordinaire. Ça nous est tout arrivé, puis là, c'est là qu'on a découvert que c'était quoi une pandémie, c'était quoi des mesures sanitaires, c'était quoi des mesures d'urgence sanitaire, etc. Puis que oui, avec une possibilité que nos entreprises, même si ça allait bien, qu'on se fasse fermer du jour au lendemain, qu'on se revire sur un dixaine, etc. Puis comme Lise l'a si bien dit tantôt, il faut garder l'équilibre, puis il y en a plusieurs comme nous, qu'on n'a pas gardé l'équilibre. On a trébuché, on a, tu sais, comme mais il faut se relever puis reprendre pied, un peu comme finalement un funambule qui perd l'équilibre, puis qui se relève puis qui recommence son numéro. The show must go on, puis c'est ça en entreprise, tu sais, comme on doit continuer. Puis moi, dans mon entreprise, c'est ma famille qui était là. C'est mon père qui est là depuis le début de l'entreprise, qui est l'employé du mois à tous les mois. puis là, il se sent un peu menacé dans son poste parce que mes fils sont rendus à l'âge où ils me donnent un coup de main. Puis tu sais, dans le cadre aussi de pénurie de main-d'œuvre, qui est parallèle à la pandémie, qui est une donnée de plus qui vient nous déstabiliser, puis tout ça, bien, souvent dans les entreprises, c'est la famille qui est là en premier, que quand tu vis des gros stress, c'est la famille qui te supporte. C'est aussi, tu sais, comme moi, dans mon cas, mes fils, mon père, c'est mes employés. Ma blonde, la mère de mes fils qui donne un coup de main aussi, qui était là quand on a fondé l'entreprise. Fait que, tu sais, comme le cercle familial, c'est ça. Puis là, Donovan veut reprendre l'entreprise. Puis là, il s'informe sur c'est quoi il faut que j'étudie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour reprendre ton entreprise. Puis, fait que je pensais que ça serait un fichu bon premier pas dans le milieu de l'entrepreneuriat, de voir qu'est-ce qui se passe quand les entrepreneurs sont là, puis qui fraternisent, puis tu sais, comme il y a une expression anglophone qui dit c'est rubbing shoulders with the right people. Ce type d'événement-là, c'est ça, c'est là que souvent il y a une première approche, il y a une graine qui est semée, puis fait que des fois il y a des futurs projets qui sèment dans ces soirées-là, puis c'est un des meilleurs endroits pour le faire parce que tous les gens avec qui tu risques de faire affaire sont là. Tout à fait. Ouais. Ça permet de faire un petit peu de réseautage. Là. Oui, puis ça va être une belle... des beaux balbutiements pour Donovan qui veut aller en entrepreneuriat. Puis c'est ça. Ouais. On a chacun un personnage qu'on va vous présenter, qu'on a développé ensemble dans la pandémie. Puis, Je trouve que ça représente bien la relève, parce qu'il y a une mise en candidature qui est la relève, puis sont toutes importantes, mais la relève, on en a besoin, il faut la reconnaître. Fait que je trouve tellement que vous êtes... Puis au-delà de la reconnaître aussi, il faut la stimuler. Oui, si on veut qu'il y en ait une relève, là, c'est important qu'avec... tu sais, à Amos, on en a des organismes, là, tu sais, mettons, il y a Plonge Vie tes passions qui est là depuis... Tu sais, comme qui va allumer des lumières à quelque part, des passions, tu sais, comme... vers l'entrepreneuriat, puis dire, écoute, tu as le droit là, de rêver d'être ton boss, même si tu veux être électricien, ou tu as le droit de rêver d'être ton boss, puis d'être un ingénieur, puis tu sais, comme, c'est correct d'être entrepreneur, c'est sûr qu'il y a des risques, c'est sûr qu'il y a des défis à relever, puis tout ça, mais c'est beau l'entrepreneuriat aussi. Puis il y en a eu un bel exemple avec la COVID, puis l'entreprise familiale. Il ne s'est pas découragé en se disant hey, « non, je ne veux pas être entrepreneur ». Au contraire, il est là, puis il a vu ce qui s'est passé, puis ça se peut.
Oui, Ça se vraiment. Ouais. C'est beau à voir aller quand même la jeunesse qui s'en vient, là, puis qui veut reprendre le flambeau malgré les défis. Là. Ouais. D'ailleurs, ça m'amène à te poser la question. Qu'est-ce que vous allez faire comme coprésident tous les deux? C'est pas encore tout à fait défini. Puis pour de vrai, prends un billet puis viens nous voir. Tu vas le voir, c'est quoi? Ouais, c'est une bonne idée, Christian. Parce qu'on ne peut pas donner toutes les punchs non plus. Non, c'est ça. C'est sûr. Là, j'avoue, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Dans ce cas-là, si je veux acheter un billet, je fonctionne comment? Oui, bien dans le fond, on va sur le site de la Chambre de commerce, donc le ccicabitibi.ca. Vous pouvez vous procurer des billets. Les billets sont ouverts à tout le monde. Sinon, vous appelez à la Chambre, ça va nous faire plaisir de vous aider. Fait que c'est la façon facile. Ça se passe bien en passant. Dépêchez-vous. Je vais vous dire que... Et combien de billets au total? 350. 350. 350. Combien de vendus à peu près? La moitié. Oh, quand même. Ouais. Ça part fait vite. que la semaine passée. Les gens ont faim de voir des événements, puis d'en vivre, puis de... Cette année, on va pouvoir danser après le gala. Oh. Fait que ça va faire du bien. Ah, c'est clair, Ouais. c'est clair. Ça va être une belle soirée. Et si un organisme ou une entreprise veut s'inscrire pour le gala, ça fonctionne comment? Oui, c'est de la même façon. On va sur le site de la Chambre de commerce. Puis là, on voit les candidatures dans lesquelles on peut aller s'inscrire. Faites vite, ça se termine vendredi. Peut-être qu'il y aura une prolongation là, pour la mise en candidature pour donner le maximum de chances au maximum de personnes. Mais ça se passe tout sur le site de la Chambre de commerce. On a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là. Eh bien, merci. Merci. Qui dit gala dit aussi, il y en a un à Sainte-Terre. Oui, le gala des Millenniums qui est de retour, ça avait été annulé en 2000, en janvier. Habituellement, c'est en janvier chaque année. Et cette année, ils vont le faire en septembre. Ça avait été annulé, on s'entend, pour la pandémie et tout ça, mais aussi c'était la période, le CLSC, etc., etc. Alors quand même, ils nous reprennent ça, ça va être le 10 septembre 2022. C'est sous la thématique de Garden Party. Il va y avoir des catégories, soit employeur de choix, projet d'exception, nouvelle entreprise, personnalité d'affaires de l'année, contribution au développement économique et la fierté locale, le coup de cœur. Garden Party, est-ce que Michel Richard va être là? Je ne sais pas. Serge Laprade. Peut-être, on ne sait pas. Ça, c'est une référence que certains ne comprendront peut-être pas. Je ne sais pas s'ils vont se c'est vrai, c'est pas ta génération. Moi non plus, mais écoute... non, t'as raison. On a entendu parler de cette histoire-là, mais on n'embarquera pas là-dedans. Sinon, grand retour, je vais aller me bourrer la fraise à la motte cet été, 20 août. Oui. La route du terroir qui revient. Oui, effectivement. Dans le fond, il y a différents exposants qui vont être sur un parcours de 8 km qu'on peut parcourir en navette gratuitement. Et ça va être vraiment pour présenter des projets plus artistiques ou vraiment de la nourriture locale. C'est difficile quand on y va de ne pas repartir avec un sac plein de stock. Il y a de très beaux trucs d'artisanat locaux, il y a des gens de partout en région qui apportent des produits aussi, tu sais, je pense à des endroits qui font des alcools, je pense à des endroits qui font des tartes, il y a de toutes sortes d'affaires. Tu ressors de là, puis tu as mangé, tu as du stock pour toutes sortes de trucs, il y a des plateaux à dessert, il y a toutes sortes c'est vraiment varié. La 22e édition, je suis jamais allé. Mais je n'entends parler depuis des années. Oui, je pense que c'est une sortie en famille que je trouverais ça intéressant. Moi, de retour à Amos, c'est clair que j'aimerais ça y aller cet été, là. Puis on parle de plusieurs centaines et centaines et centaines de personnes qui envahissent le village de la Motte. Tu sais, on dit, on se promène en navette ou en auto, là. À un moment donné, tu laisses le char sur le bord de la route puis tu fais les kiosques un après l'autre parce qu'il y en a un peu partout. Fait que, et d'ailleurs, ils prennent toujours des exposants. On peut appeler au numéro de téléphone ou s'inscrire par courriel. Ça s'affiche à l'écran, justement. Puis Laurence Douard qui va être là, encore pour une chanteuse. En personne. Laurence Douard. Parfait.
Sinon, il y a eu perquisition à Béarn mercredi. Arrestation de Marco Baudouin, 44 ans, en lien avec cette perquisition-là. C'est une perquisition qui touche le trafic de stupéfiants, l'importation d'armes prohibées. On parle ici d'armes à impulsion électrique. Donc, un espèce de taser. Là. Saviez-vous que c'est une arme prohibée? Oui. Voilà. Sinon, quand même, une bonne quantité de drogue aussi qui a été saisie sur place. On parle de 3500 comprimés de méthamphétamine, 40 grammes de cristal meth, 30 grammes de fentanyl, 15 grammes de cocaïne. Puis là, il y avait des cartouches d'armes à impulsion électrique sur place. Il a comparu, M. Baudouin, hier ou avant-hier, hier en fait, et il demeure détenu en attendant la suite des procédures. Tant qu'à ça, je tiens à préciser que les armes à impulsion électrique sont interdites parce qu'elles peuvent être très dangereuses. Donc, on voit des fois des vidéos de personnes qui se font teaser, puis il y en a qui trouvent ça bien drôle, mais ça peut être mortel, surtout quand on a des problèmes de santé. C'est pas un jouet. En Abitibi-Témiscamingue, par contre, armes à impulsion électrique contre les moustiques, ça, c'est autorisé en vente dans les bonnes quincailleries près de chez vous. On appelle ça une raquette électrique. Oui, ça marche contre les bébites. Mais non, sinon, il faut faire attention. Les ados, j'aime donc ça, moi. On n'embarquera pas là-dedans. C'est pas fait pour des humains. Sinon, SPCA de Val-d'Or approuve l'interdiction de dégriffer les chats. Oui, effectivement. Dans le fond, cet été, le gouvernement, plus précisément la MAPAQ, va vraiment faire en sorte que le dégriffage soit interdit, le fait de couper le bout des oreilles des chiens ou la queue, aussi de retirer les cordes vocales pour pas que l'animal jappe ou miaule, ça va être interdit aussi. Je savais même pas qu'on faisait ça. Ah oui, il y a des gens qui le font parce que ça fait du bruit, c'est dérangeant. À un moment donné, si c'est un animal... Parce que faut que tu l'assumes. C'est ça. Ça vient avec les inconvénients, effectivement. Tu n'enlèverais pas les cordes vocales à ton enfant parce qu'il pleure. Là. Mais donc voilà, il y a encore des gens qui le faisaient et certaines cliniques vétérinaires qui le faisaient, mais ici à Val-d'Or, là, vraiment, ils font plus de dégriffage, ils font plus ça. Et ça fait plusieurs années déjà. Donc, Mme Liliane Quesnel, la directrice de la SPCA de Val-d'Or, vient nous parler un peu de la position de la SPCA à ce sujet-là. On écoute l'entrevue. Madame Quesnel, vous êtes directrice à la SPCA de Val-d'Or et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de différents sujets, notamment de dégriffage chez les chats. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi cette pratique-là? Et mon dos. L'onicectomie sur le chat, c'est une amputation. Je t'ai fait un petit dessin ici pour montrer c'est quoi l'amputation. Si on a, mettons, la main d'un humain qui est ici, via les pattes de chat. Fait que c'est sûr qu'une amputation, c'est on enlève vraiment là, ce qui implique là, les os et les tendons. Fait que sur l'humain, c'est pareil comme si on couperait de nos doigts, c'est ça. C'est quelque chose qui est vraiment très dur sur l'animal, du chat. Dégriffer les chats, là, c'est interdit là, depuis, c'est certain avec certains pays, depuis une couple d'années. Nous autres ici, depuis 2017, les cliniques à Val-d'Or ne pratiquent plus l'onicectomie par choix, puis tant mieux, parce que l'amputation, c'est vraiment douloureux pour un chat. Et là, on sait que cet été, ça va être interdit par la MAPAQ. Comment vous voyez cette nouvelle-là? Moi, là, je suis vraiment en accord avec ça, là, comme c'est pas possible. C'est sûr que c'est vraiment l'idéal à faire. C'est vraiment d'arriver avec la MAPAQ, qui est vraiment un règlement là, sur la loi là, des animaux, là, les chats et les chiens. Fait que s'ils peuvent, oui, vraiment mettre ça, là, interdire l'onicectomie, là, ça serait là, la meilleure nouvelle qu'on peut pas avoir là, pour l'animal comme tel. Tu sais, ça cause des douleurs. C'est des séquelles qui sont chroniques pour les chats. Puis ça lui cause des problèmes, soit de comportement, d'agressivité. Fait que c'est sûr que si c'est pour des meubles de salon, écoutez, ben il y a d'autres choix à faire. Là. On a les bouts qu'on peut mettre là, sur les ongles là, qui empêchent là, le griffage des meubles. Est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi? Par exemple, mettre des griffoirs, est-ce que ça a tendance à fonctionner pour éviter que les animaux griffent un peu partout? Ça fonctionne super bien. C'est sûr qu'il faut montrer à l'animal. Fait qu'est-ce qu'on fait? On va les attirer. On va les attirer un peu avec de l'herbe à chat au niveau d'un griffoir pour lui montrer que c'est là qu'on fait nos griffes. Si jamais l'animal décide de dire, ben moi, je veux prendre le divan ou je veux prendre un morceau de tissu de chaise, on peut prendre un peu d'eau avec une bouteille, juste faire un push pour le faire le saut puis dire non en même temps. Dire le non, de ramener l'animal via les griffoirs. Il y a tellement de panoplies de griffoirs. Il y en a qui vont prendre des vieux tapis qui ne servent pas, qui peuvent servir
de griffoir pour l'animal. Et est-ce qu'on a peur qu'il y ait une augmentation des animaux dans les refuges à cause que ça va être interdit cet été? Donc, nous autres, on a vu, où est-ce qu'on a vu ce problème-là? C'est qu'en 2017, quand ils ont décidé ici en Abitibi de dire on ne fait plus de dégriffage, mes adoptions de chats, ça a été problématique pendant 1 année, 2 années à peu près. Le monde voulait avoir tous des chats dégriffés, surtout pour les meubles, comme je disais tantôt. Mais là, ça s'est rentré, là, depuis, je vous dis, là, depuis 2 ans, là, le monde ne demande plus autant qu'il demandait un chat dégriffé et stérilisé. Fait que c'est sûr, je pense qu'ils ont appris à vivre avec le dire, bien, gars, il n'y a personne qui le fait en Abitibi. Au Québec, en Ontario, puis au Québec, ils le faisaient encore, mais plus à l'extérieur. Je te dirais qu'il y a à peu près 250 à 300 cliniques là, qui ne le font plus pantoute, là, tu sais, pour le respect pour l'animal. Mais là, tant mieux si ça devient vraiment obligatoire. Moi, je suis vraiment, les refuges, on est vraiment 100% pour ça. Parce qu'il y a encore des cliniques qui le pratiquent, il y a encore des gens qui veulent faire dégriffer leurs animaux ou couper le bout des oreilles, par exemple? Oui, c'est ça. Nous autres, c'est sûr que si jamais qu'on arriverait et qu'on a un bout d'oreille à couper, c'est vraiment en relation avec un catch and release qu'on appelle. Si maintenant on est obligé de faire une chirurgie sur un chat qu'on va remettre à l'extérieur, parce que c'est un chat, disons, sauvage, là, le vétérinaire va juste couper le bout de la petite oreille. C'est juste pour que si jamais on le récupère dans l'année qu'on voit que lui est stérilisé. Là. C'est juste pour ça. Mais c'est sûr, autant couper le bout des oreilles des chiens, la queue d'un chien, c'est des problèmes. Tu sais, dans le temps, c'était pour voir, c'est beau un chien avec les oreilles coupées, la queue coupée. Mais là, en appliquant ce règlement-là, qui va être sans doute la meilleure affaire. Mais c'est sûr que le monde va quand même s'asseyer. Tu vois, au refuge, nous autres, on a récupéré un chat. C'est un abandon, un chat, un mâle de 3 ans, à peu près 3 ans et demi, qui est déjà opéré et dégriffé. La raison de l'abandon de la madame, là, c'est parce qu'il était malin. Puis c'est ça qui arrive dans ce cas-là, la plupart du temps. Le chat va devenir agressif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus se défendre avec ses pattes, fait qu'il va mordre. On est chanceux, on a trouvé quand même une famille qui laisse l'espace au chat, mais ça fait des problèmes de comportement là, puis d'anxiété pour le chat. Et comment on peut régler un problème de comportement ou d'anxiété? Est-ce que ça se règle, en fait? Bien, c'est sûr que si on implante l'onicectomie, nous, on a plus de misère. C'est sûr qu'il faut y aller, il faut donner l'espace à l'animal. Puis son espace restreint, on ne peut pas arriver et dire si l'animal est déjà dégriffé, mais comme dans ce cas-là, on ne dit pas qu'on va le laisser aller dehors parce que là, il ne peut plus se défendre, là, mettons, contre les proies ou qu'est-ce qu'il peut y avoir alentour. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas le choix là, de fonctionner. Mais résoudre le problème, je pense que c'est de la patience. C'est faisable à long terme. C'est sûr que c'est l'animal, là, comme je vous dis, là, surtout avec le chat, c'est plus difficile, mais on a toujours là, des pratiques qu'on peut prendre, soit, mettons, avec les jeux, puis essayer de le distraire là-dessus là, pour pas qu'il soit trop agressif. Là. Tout à l'heure, on parlait de surpopulation un petit peu en disant qu'il y aurait trop d'animaux dans les refuges. Est-ce qu'il y a des périodes de l'année où c'est plus difficile au niveau des animaux, qu'il y a plus d'abandon, peut-être moins d'adoption aussi? Je dirais que depuis la COVID, écoutez bien, c'est un temps record parce que je n'ai jamais vu ça à mon refuge d'avoir présentement 10 chats en adoption comparativement à 50, 60, 70 chats qu'on a normalement. Pour les chiens, je n'ai aucun chien d'adoption. Depuis 2 ans, depuis la COVID-19, il y a eu une demande accrue pour les adoptions de chats et de chiens. C'est dû au travail que le monde fait à la maison et tout ça. C'est sûr qu'on se croise les doigts que ça ne revient pas là, après que la COVID soit passée. Mais je dirais que si jamais nous autres, on n'a jamais connu vraiment un abandon de masse. Parce qu'il n'y a pas de loyer actuellement à Val-d'Or. Fait que c'est sûr que le monde d'arriver puis de dire ben là, regarde, j'amène mon animal parce que mon nouveau logement, je ne peux pas avoir de chien ou de chat, mais il n'y a pas de logements qui sont libres. Fait que c'est sûr que le monde garde les animaux. Pouvez-vous répéter la dernière phrase? Ça a coupé. OK, nous autres, c'est sûr que la grosse demande pour les adoptions, puis les abandons, comme vous disiez tantôt, c'est-à-dire, normalement, on va voir ça quand c'est rendu au mois de juillet. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de logement à Val-d'Or. Fait que là, le monde, c'est sûr qu'il ne déménage pas, puis qu'il garde le chat et le chien. S'il arrête de la place dans d'autres logements qui pourraient déménager, bien là, c'est sûr qu'on aurait peut-être des abandons, mais on n'a quasiment pas d'abandon pendant la période là, de déménagement. C'est très rare.
Supposons que quelqu'un veuille déménager, là, son nouveau propriétaire ne veut pas d'animaux. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Oui, c'est sûr. On appelle ici à l'SPCA, on peut prendre un arrangement, on va prendre l'animal, on va demander un don, en retour, surtout si l'animal n'est pas stérilisé, parce que nous, au refuge, à cette heure, nos animaux partent du refuge tous stérilisés, vaccinés, vermifugés et micropucés. C'est sûr que quelqu'un qui m'amène un animal qui n'a pas rien de ça, on va demander un don pour nous aider. Vu qu'on est une OSBL, on ne reçoit pas de sous d'aucun gouvernement. Là. Fait qu'on vit, nous autres, de la vente des licences qu'on fait annuellement. C'est ça qui est notre revenu ici, puis nos levées de fonds qu'on fait. Fait que c'est sûr que oui, nous autres, on va accepter de les aider, de prendre c'est sûr qu'on va aller toujours côté de famille. Moi, je ne sais pas quelqu'un dans la famille immédiate qui pourrait prendre l'animal, mais sinon, si la madame n'a aucun, ou le monsieur n'a aucun recours, sont mal pris, on va les prendre, c'est sûr. Vous allez trouver une nouvelle famille pour cet animal-là, dans le fond. C'est notre but, hein? Notre but, c'est toujours penser à l'animal. Fait que notre but, c'est d'y trouver une place pour lui, puis d'essayer là, d'aider le propriétaire aussi là, en retour, là, mais c'est vraiment, on pense toujours aux besoins de l'animal. Puis oui, on ne laisserait pas un animal dehors, c'est sûr, on va les prendre au refuge. En terminant, est-ce que vous avez un message pour la population? C'est sûr qu'on aimerait ça faire de la sensibilisation plus qu'on peut sur la stérilisation. Moi, je pense que qu'est-ce qui va régler un jour les problèmes de surpopulation, d'animaux errants, c'est vraiment si on peut faire stériliser les animaux. Fait que ceux qui ont vraiment, qui veulent avoir une portée, parce qu'ils veulent montrer aux enfants c'est quoi avoir une portée de chaton, mais de faire stériliser la maman par la suite, de s'assurer que les familles vont prendre les chatons, vont aussi donner sa suite-là de stérilisation. Fait que la sensibilisation, vraiment, c'est faites stériliser vos animaux, là, ça sauve des vies. Merci beaucoup, Mme Quesnel. Bien, merci, ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Non, je suis allé cette semaine à une ouverture officielle. C'est ouvert depuis le mois d'octobre, le nouveau BMR du côté d'Amos, qui est un très beau magasin, d'ailleurs, qui a agrandi considérablement sa superficie en termes d'espace. Il y a une belle section de décoration. Il y a certains éléments dans le décor, même de l'autre côté, qui font partie de cette section-là. On est allé les chercher là-bas. C'était la grande fête, donc on voulait célébrer cette ouverture officielle-là. Évidemment, ça a été reporté avec la pandémie. Ça a retardé. Les gens du groupe BMR sont venus du siège social pour féliciter les franchisés, leur dire bravo et tout ça. Et il y a Hugo Girard qui va être dans la succursale. Si vous nous écoutez avant l'émission, c'est de 9h à 11h ce samedi. Du côté du BMR à Amos. Donc, si vous voulez voir l'homme fort Hugo Girard, qui est aussi ambassadeur de la marque, vous pouvez vous rendre de ce côté-là. Sinon, bonne nouvelle, le Club de l'Âge d'Or Arcana qui a remis 25 000 $ à la Fondation hospitalière. Oui, effectivement. Donc, à travers diverses activités, ils ont ramassé de l'argent depuis les 20 dernières années et ils ont décidé de remettre aux personnes âgées en donnant l'argent à la Fondation hospitalière d'Amos, fondation qui est d'ailleurs très contente de ce don-là et qui va être utilisé à bon escient. Sinon, un sujet plus sérieux, il y a eu drame conjugal du côté de Lebel-sur-Quévillon. La Sûreté du Québec qui a confirmé ce matin qu'il s'agissait d'un meurtre suivi d'un suicide. On a dévoilé l'identité des personnes qui sont décédées. Donc, il s'agit de Madeleine Desormeaux, 68 ans, et de Laurent Thibault, 76 ans. Il n'y a pas plus de détails qui ont été dévoilés pour le moment. Évidemment, c'est un sujet qui fait beaucoup jaser en région en ce moment. Je vais me permettre de rappeler les lignes d'aide, entre autres, en violence conjugale, le 1-800-363-9010 et la ligne prévention du suicide qui est 1-866-APPEL, donc 1-866-277-3553. Et moi, je tiens à insister vraiment sur le fait d'aller demander de l'aide. L'année passée, on a eu beaucoup de féminicides. Là, on ignore si c'est un féminicide ou pas, mais reste que lorsque ça ne va pas dans le couple, il y a de l'aide, il y a une façon d'aller chercher ça. Donc, n'hésitez pas à aller en chercher si jamais vous en avez besoin. Et c'est une sordide histoire. Nos pensées sont tournées vers la famille. On va terminer ça sur une note un peu plus funnée, parce qu'aujourd'hui, on enregistre le 1er avril. Oh. Et j'ai vu quelques petits... Il fallait qu'il y ait une blague dans cette émission. Notre régie, hein? Effectivement, il y a eu de bonnes blagues qu'on a vu passer sur le web aujourd'hui.
Entre autres, ici, du côté d'Amos, moi, il y a des gens qui m'en ont envoyé tantôt. On nous offre aujourd'hui à l'Arena, du côté d'Amos, course de Zamboni sur la glace 1 et baignade libre sur la glace 2. OK. Amenez vos maillots. Et sinon, il y a le premier ministre du Québec, François Legault, qui pose fièrement avec son chandail des Maple Leafs de Toronto. Ben oui. Trouvez l'erreur. C'était assez clair que c'était un poisson d'avril. Nous, on s'est amusés sur la page Facebook de Médiaté. On a décidé de ne pas faire de blagues, mais d'inviter les gens à nous envoyer les nouvelles qui ne sont pas sûres. On a il y a une petite publication spécifique pour ça. Inondez pas notre boîte courriel, s'il vous plaît. Mais une publication spécifique de ce côté-là. Donc, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles. On va essayer de dire si oui ou non. Il y en a une que je n'ai pas été capable de savoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Les oursons Kraft sur le beurre de pinot. Semblerait-il qu'ils prennent leur retraite. Ça a été annoncé il y a 2 jours, avec une photo avec les 2 oursons de dos qui s'en vont avec... ça fait 40 ans qu'on travaille, bonne retraite. J'ai de la difficulté et je pense pas que Kraft enlèverait ses oursons pour vrai. Là. Mais il fasse vieillir, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Avez-vous vu des bonnes blagues? Là? Non. Ah, mais Christian, tu nous en as pas fait. Non, non, je suis plate dans ma... Moi, mon chum m'en a fait une drôle un matin. Ah oui? Ben oui! Il arrive à l'intérieur, il me dit « Hey, là, je suis vraiment pas contente. Il y a quelqu'un qui a scratché notre auto avec une clé puis qui a marqué de me parquer ailleurs le matin. » Fait que là, moi, sur le bord d'appeler la police, puis là, lui qui est comme « Non, calme-toi, c'est juste une joke, là. » Fait qu'il a été bon dans son delivery joke à matin. Il était bon, mais il a fait du théâtre, là. OK. Ben voilà. On en a déjà fait quelques-unes des blagues, je me souviens, il y a quelques années. Je me souviens m'en être fait faire une, moi. Le véhicule de Médiaté était stationné chez nous à un moment donné et je sors de chez nous et j'attrape les 2 coupables sur le fait qu'ils étaient en train de rapper le véhicule avec du saran wrap. Il était déjà rendu à la bonne 15e, 16e couche quand je suis arrivé. C'est assez particulier, mais ça arrive des fois. Donc faites attention si vous voyez passer des trucs sur les réseaux sociaux pour les prochaines heures. Là. Puis la tempête solaire, c'était pas une joke. Là. Non, c'est ça. Il y en a qui ont pensé. Il y en a qui ont pensé que c'était une joke ton affaire de tempête solaire. Non, mais ça, c'est vrai. Là. C'est vrai. Ça n'a pas eu d'impact majeur. Non, malheureusement, on n'a pas vu pas malheureusement. d'aurore. Tempête solaire. On aurait aimé ça voir des aurores boréales. C'est tellement beau, là. J'en ai vu au Saguenay. Mais quand même, on arrive avec des G5, c'est autre chose. C'est ça. C'est autre chose. C'est aussi un véhicule, ça, la Pontiac G5. Une vieille. Dans ton temps. Bon, on va arrêter ça parce que je pense qu'on va déborder pendant des heures et des heures. Là-dessus, mesdames, messieurs, je vous souhaite une excellente semaine. Vous aussi. Oui. Puis là, je devrais vous laisser juste les 2 la semaine prochaine. Ça fait 3 semaines que je le dis que je ne serai pas là dans ce show-là. Sur notre aquarium, on va vous souhaiter une bonne fin de journée.